Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'Afrique, un continent mal connu. Un continent immense de 30 millions de kilomètres de. Ce continent pourrait contenir les USA, l'Inde, l'Argentine, le Mexique et la Chine. Les distances sont impressionnantes. C'est 7500 km d'ouest en est, 8000 km du nord au sud et 2300 km de côte. Le document de l'ambassade du Burkina Faso à Paris donne une image saisissante sur ces espaces. L'Afrique est un continent riche de sa diversité, de ses sites extraordinaires et de ses ressources. L'Afrique est un continent riche de ses hommes, de sa tradition et de son histoire. L'Afrique excite les envies de nombre de pays prêts à sauter sur leur proie. Le combat est déjà rude et violent. Il appartient aux peuples africains de rester eux-mêmes, et d'assurer eux-mêmes la maîtrise de leur destin. L'intérêt général leur commande la vigilance, la rigueur et la volonté de régler par eux-mêmes le sort de leur avenir. Les prédateurs sont déjà sur place. Les intérêts en cause sont énormes. Les conflits perdurent. C'est peut-être le moment de la contre-attaque et de la vérité. Des paysages somptueux. L'Afrique n'est pas uniforme. Que de différences entre l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud. Les paysages sont divers. Ce sont Luxor et le Caire, le Sahara et les monts du Hogar, les roches peintes de Tassili et autres découvertes de l'Afrique du Nord. Ce sont les Dogons, la mosquée de Djenné, le lac Tchad et les paysages du Niger pour l'Afrique occidentale. Ce sont aussi les chutes Victoria, les rochers basculants de Matopo, le désert du Namib et le cap de Bonne-Espérance. Ce sont des populations et des ethnies tellement différentes que sont les Berbères, les Touaregs, les Pygmées, les Maasai, les Peuls et les Mossi. Des ressources minières et naturelles exceptionnelles. Du charbon, du pétrole, de l'or 50% de la réserve mondiale, des diamants, du chrome 99% de la réserve mondiale, du platine 85%, du cobalt 68%, du fer, du zinc, du soufre, du sel, de l'argile, du bois, du gaz et de la bauxite. Si les Africains pouvaient travailler en parfaite harmonie, le développement sud-sud serait une réalité. Les Africains ont entre leurs mains tous les ingrédients de la réussite, mais il serait nécessaire pour l'économie de ce continent qu'ils traitent sur place leurs matières premières. Obtenir de la plus-value, c'est favoriser la croissance qui, seule, pourrait éradiquer la pauvreté. Un prêtre camerounais me disait la chose suivante: nous vendons nos fèves de cacao. Qui bénéficie de la plus-value de cette matière? La France, la Suisse et la Belgique. Le paysan camerounais qui travaille dans les plantations de cacao ne connaît même pas le goût du chocolat. Démographie. C'est une population très jeune, plus que partout ailleurs. L'âge médian est de 17 ans contre 23 ans dans le monde. 45% des Africains ont moins de 15 ans contre 30%. Un signal positif important. La pression démographique n'a pas pesé sur les ressources de subsistance car la croissance agricole a assuré cet équilibre. Bien entendu, la famine a sévi là où les conflits sont présents. Démocratie. L'Afrique n'est pas un continent demeuré sans histoire et sans racines. Le Burkina Faso n'est pas le pays sorti des limbes le jour du discours de la Baule de François Mitterrand précisant avec autorité et suffisance: pas de subvention sans démocratie. Le mot démocratie n'a pas de définition absolue. Parler de démocratie à Athènes, Paris, Pékin ou Moscou n'a pas la même signification. La démographie, le développement économique, le contexte historique, l'idéologie ambiante nous démontrent la fatuité de nos modèles occidentaux. On devrait donc être très prudent sur les conseils que nous donnons à l'Afrique. Nos démocraties occidentales ont-elles la réponse à la pauvreté, à la justice et à la solidarité? Le FMI ou la Banque mondiale ont-ils les vérités économiques? Toutes ces considérations doivent nous conduire à la prudence dans nos affirmations et nos jugements. Récemment, dans le cadre de la coopération décentralisée, comme partenaire d'une commune burkinabé, nous célébrions le 25e anniversaire de ce jumelage coopération. Je disais au président de SOS Sahel International Burkina, ancien conseiller du président Sankara et écrivain de talent,
que l'Afrique représentait peu de choses dans ce commerce international, 2%, et je lui demandais en forme de provocation qu'à l'occasion de cet anniversaire, il nous fasse une conférence sur le thème « L'Afrique est-elle condamnée à disparaître ?» Alfred Sawadogo a accepté ce défi, et nous a fait une conférence très sereine sur ce thème. Je vous en livre plusieurs pistes, voire plusieurs réflexions. Après nous avoir dressé un tableau des crises africaines en cours, la conférence a eu lieu en 2005, une quinzaine de pays connaissaient alors les affres de la guerre civile, notre conférencier nous déclinait le mot démocratie tel qu'il est conjugué en Afrique. Il avait cette phrase magnifique: quant à la démocratie ou aux pratiques démocratiques en Afrique, les couleurs de l'arc-en-ciel ne suffiraient pas pour représenter les démocraties en Afrique. Si elles représentaient des couleurs, elles seraient bigarrées, peu assorties les unes à côté des autres. Et vous trouverez de tout. Cette énumération n'est pas triste mais nous oblige aussi à réfléchir sur la définition du mot démocratie, qui n'est pas qu'une vérité du Nord. Ceci dit, il y a en Afrique des démocraties où l'alternance est possible, telles le Sénégal, le Mali, le Bénin et le Ghana, et c'est à l'honneur de l'Afrique de l'Ouest. En fait, l'Afrique est sous le charme ou sous le coup des avertissements élyséens suivant le discours du président Mitterrand qui affirmait n'aider que les pays qui auront donné une preuve tangible d'être véritablement des démocraties. C'est le fameux discours de la Baule de 1990. Ce fut un peu la panique. Chacun a voulu revêtir son plus beau costume démocratique. Mais la réalité est différente. Alfred Sawadogo nous précise qu'il reste beaucoup à faire pour passer de la démocratie gouvernée en famille ou traditionnelle à la démocratie gouvernante, où la réalisation des aspirations des populations constitue la préoccupation majeure du gouvernement. Au regard de l'économie, nous devons insister sur ce point capital. Nous vendons à l'Afrique des produits finis avec une valeur ajoutée très élevée, plus-value qui échappe à la croissance africaine, d'où un déséquilibre de plus en plus important des termes de l'échange. C'est vrai aussi que l'Afrique s'organise avec des structures entre États, l'Union africaine par exemple, mais ce n'est pas pour le moment un gage de réforme et de succès. La conclusion de cette brillante conférence fut faite sous la forme d'un appel. L'Afrique ne peut donc pas disparaître. L'Afrique ne doit pas disparaître. Ses fils, ses amis, le monde doivent se mobiliser pour qu'il fasse bon vivre dans les quartiers du village planétaire qu'est devenu le monde à l'heure actuelle. Des signes positifs sont observés au titre de l'économie africaine de 2008 à 2030. Certains disent que l'optimisme pointe à l'horizon. Michel Candesu, ancien président du FMI, professait que l'économie de l'Afrique allait croître en 2008 plus qu'elle n'avait cru en 2007. La Banque africaine du développement a publié une étude réalisée par des experts de haut niveau, qui a dégagé une vision optimiste de ce que l'Afrique peut devenir à l'horizon 2030. Un continent stable, intégré et plus prospère qui occuperait la place qui lui revient au sein de la communauté mondiale. Cela veut dire en conclusion que le Nord, la France et l'Union européenne doivent tenir compte de ces efforts, de ces éclaircies dans le ciel africain pour revoir leur politique et leur jugement sur l'Afrique. Un environnement difficile. Le climat. Il faudrait avoir à l'esprit que les changements climatiques touchent de plein fouet l'Afrique. C'est un problème très important pour sa survie. Ce climat se traduit par des périodes de très grande sécheresse. Des bergers se réfugient dans les villes, dans l'impossibilité de poursuivre leurs activités pastorales. Un rapport de l'ONU, dont on ne saurait contester les chiffres, indique qu'entre 1993 et 2002, le nombre d'individus très ou partiellement affectés par les catastrophes liées au changement climatique en Afrique dépasse les 136 millions. Chaque pays a beau progresser, planifier son économie, développer ses cultures. Le climat peut ruiner tous les espoirs et réduire à néant son économie. Les maladies. Le sida. Le sida n'est pas la seule maladie africaine, mais le sida reste un fléau absolu dans un environnement de pauvreté. On dit que le sida est la maladie des pauvres. Quelques chiffres à méditer. Depuis 1985, on dénombre la mort de 7 millions de travailleurs agricoles dans les deux pays africains les plus touchés, le Botswana et le Zimbabwe. Prenons les pourcentages. En Afrique subsaharienne, 7,4% de la population est touchée, de 15 à 49 ans contre 0,3% en Europe.
En étant prudent sur les chiffres que l'on détient, on peut dire que 25 millions d'Africains sont touchés par le virus contre 570 000 en Europe. Le paludisme. En Afrique, il tue un enfant toutes les 30 secondes. On compte, chaque année, au moins 300 millions de cas aigus dans le monde et plus d'1 million de décès. 90% de ces décès surviennent en Afrique, principalement chez les jeunes enfants. C'est aussi 40% des dépenses de la santé publique. Là encore, le paludisme est à la fois une maladie de la pauvreté et une cause de la pauvreté. Une conclusion purement économique. On estime à 12 milliards la perte annuelle du PIB due au paludisme en Afrique alors qu'une fraction de cette somme suffirait à le maîtriser. Conclusion. L'Afrique est un immense chantier devenu l'un des enjeux du monde d'aujourd'hui. L'Afrique, malgré ses atouts, part de très loin. Si nous regardons le tableau des pays riches et des pays pauvres, nous constatons il y a 56 pays considérés comme très pauvres dans le monde, 35 sont africains. Ces pays bénéficient d'un revenu par tête d'habitant inférieur à $800 par an. D'autres sont considérés comme relativement pauvres, une dizaine de pays africains. D'autres, enfin, accèdent à la catégorie des pays relativement riches, la Libye, le Botswana, l'Afrique du Sud et le Gabon. Le revenu par habitant est alors compris entre 3 000 et 10 000 $ par an, celui de la France 30 000 $. Le continent africain est plein de possibilités. C'est un continent plein d'espérance. Ses dirigeants doivent aussi faire en sorte que la coopération Sud-Sud soit une réalité. Les grands projets prévus au titre du NEPAD Sénégal, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud ont du mal à décoller et pourtant, c'est une nécessité pour l'Afrique de réussir ses infrastructures. Gazoduc Le Caire-Kinshasa. Chemin de fer Dakar-Ouagadougou-Lagos. Route transsaharienne. Port à équiper. Les traumatismes de l'histoire. On ne saurait parler de l'Afrique sans parler des dossiers colonisation et esclavage. On ne peut parler en effet de ces questions d'une manière désinvolte en disant qu'il s'agit d'un passé révolu, et en le classant un peu rapidement en perte et profit. Esclavage, le tsunami de l'humanité. L'esclavage fut une immense opération à l'échelle du continent africain. Il remonte à la nuit des temps. En fait, dès que des conquêtes se réalisaient, la traite, les marchés aux esclaves, les transferts de population étaient monnaie courante. Nous nous contenterons de quelques rappels historiques plus récents. 1454, le pape Nicolas V autorise le Portugal à pratiquer la traite, Afrique-Portugal. 1492, Christophe Colomb embarque 300 esclaves noirs dans ses expéditions. 1604, la France commence à pratiquer les traites. 1678 sur 27 000 esclaves vont aux Antilles françaises. 1725, liberté totale de la traite, suppression du monopole et des droits à payer. 1763 à 1793, intensité maximale du négoce d'esclaves. 1788, peut-être une éclaircie par la création de la Société des Amis des Noirs. Plusieurs sociétés se créent en faveur de l'abolition. 1789, on compte 700 000 esclaves aux Antilles françaises. On note en Martinique une première insurrection. 1794, Convention nationale, abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. Cependant, en 1802, sur l'intervention de l'impératrice, rétablissement de l'esclavage et de la traite des Noirs. 1803, un vent d'abolition commence à souffler sur le monde. Abolition aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans de nombreux pays, cette abolition est discrète mais il est constaté que malgré l'abolition, les traites continuent. 27 avril 1848, abolition de l'esclavage par la France. 1890, réunion d'une conférence de l'esclavage en Afrique. 1926, Convention internationale sur l'esclavage. 1929, extension sur la colonisation française. Fin de l'esclavage dans les colonies françaises. 1948, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 1956, Convention de l'ONU précisant l'interdiction de la traite des Noirs et de l'esclavage. 2001,
Loi Taubira 23 mai, considérant l'esclavage comme un crime contre l'humanité. 2004. Création d'un comité pour la mémoire de l'esclavage qui précise que les propositions qui seront faites seront de nature à faire en sorte que la mémoire partagée de l'esclavage devienne partie intégrante de la mémoire nationale. Pourquoi cette accumulation de dates ? En fait, nous avons vraiment besoin de connaître cette histoire pour mieux comprendre l'Afrique et les Africains. Il s'est agi pour ce continent d'un traumatisme impressionnant. Nous avons participé, suivant les textes actuels, à un crime contre l'humanité. Des négriers et des familles se sont enrichis de manière importante. Nous avons du mal à nous interroger sur nos responsabilités. Nos livres scolaires ont été bien prudents sur ces 4 siècles de traite. Certes, nous n'étions pas les seuls en Europe et dans le monde, mais nous avons largement profité de ce marché. 2006, date de commémoration de l'esclavage. C'était hier. Il est vrai qu'il est facile d'être aujourd'hui des donneurs de leçons, ou des moralistes prétentieux. Qu'aurions-nous fait à la place de nos ancêtres ? Cependant, ce qui paraît essentiel, c'est d'être conscient du mal fait à l'Afrique. Cela fait partie de notre héritage. Faut-il pour autant entrer en repentance ? Peut-être pas, mais il faut admettre que ces pages de notre histoire sont une honte. La colonisation, un grave malentendu. Notre génération a été fière de son empire colonial. Nous soutenions nos missionnaires, nos administrateurs, nos enseignants. Nous étions enthousiasmés par nos médecins et infirmiers qui, dévoués, soignaient les Africains. Heureusement que nous étions là, pensions-nous. Ces petits sauvages découvraient nos valeurs et nos engagements à leur endroit. En fait, nous ne connaissions que ce que l'on voulait bien nous dire. La France remplissait sa mission humanitaire qui avait pour but de sauver l'Afrique. Quelques images, quelques portraits, quelques figures emblématiques nous faisaient rêver. Nous étions valorisés. Loin de nous les critiques d'une colonisation guerrière et intéressée, nous étions persuadés de la validité de notre présence. Il n'y avait pas à l'époque de médias, de reportages ou d'interviews. Un dépeçage organisé. Et pourtant l'histoire est tout autre. Au XIXe siècle, les pays européens ont eu un grand besoin de matières premières. Quelques explorateurs ont pris conscience de l'importance des richesses du sol africain. De plus, les Africains sont considérés comme des sauvages. Donc, il nous paraissait normal de conquérir ces territoires. Il faut même se rappeler que les Africains étaient comparés à cette époque à des cousins peu évolués du singe. Parallèlement, les missions religieuses se déploient, sauver les âmes, une priorité des églises. La colonisation s'organise. Traité de Berlin en 1885. 14 pays européens se réunissent pour diviser l'Afrique en parcelles qu'ils dirigeraient. 1000 groupes ethniques. Les découpages sont faits au petit bonheur. Aucune attention n'est portée aux frontières naturelles. De même pour les ethnies qui se retrouvaient dans des territoires différents. L'Afrique est ainsi divisée en 50 États. À l'aube du XXe siècle, 90% de l'Afrique est sous le contrôle colonial. Avant 1880, il n'y avait que quelques implantations côtières. Des conférences ont lieu, par exemple, pour régler les problèmes du commerce dans le bassin du Congo. On peut affirmer que l'Afrique a été dépecée. À cet égard, on peut rappeler l'article 6 de ce traité signé entre les États européens. Toutes les puissances exerçaient des droits de souveraineté ou une influence dans les 10 territoires se gagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout à la traite des Noirs. Elle protège et favorise toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques et charitables créées et organisées à ces fins, ou tentant d'instruire les indigènes et de leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. Un vrai challenge. Leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. Des affaires prospères. Nous avons en fait exploité l'Afrique au profit de la puissance des colonisateurs. Que s'est-il produit ? Des courants commerciaux ont été créés, des particuliers, des sociétés se sont enrichis. Il faut dire cependant que l'État français en tant que tel s'est appauvri. On parle de 70 milliards de déficit global de la colonisation en Afrique,
soit 3 fois le plan Marshall mis en œuvre en 1945. Nous avions besoin de débouchés pour nos produits, nous avions ainsi constitué une réserve de matières premières. Les sociétés de transport et de travaux se sont développées et ont fait de beaux bénéfices, avec sur place une main-d'œuvre formée au mieux de nos intérêts. Nous créons des infrastructures avec les populations autochtones pour favoriser la circulation des produits. Exemple, de 1921 à 1932, 127 250 hommes furent recrutés en Afrique équatoriale française pour construire la ligne de chemin de fer Congo-Océan. Une vingtaine de mille y périrent. La défense de la patrie. La colonisation, c'est aussi pour la métropole, un réservoir pour nos armées. 1914-1918 à 1939-1945, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Que serions-nous devenus sans les soldats africains qui ont donné leur vie pour la France? Ils ont été de toutes les guerres et sur tous les fronts. 189 000 Noirs ont été mobilisés durant la Première Guerre mondiale, et 100 000 pour la Deuxième. Leurs territoires nous ont servi de base arrière. La 2MDB du général Leclerc aurait-elle existé sans sa constitution en Afrique noire grâce au gouverneur Félix Éboué, Tchad? Ces Africains étaient-ils volontaires ou enrôlés de force? On peut affirmer que le sang des Noirs nous a aidés à sauver et à libérer la France. Ils ont été parmi les meilleurs sur les champs de bataille. Ils ont combattu pour nous et nos enfants. On peut s'interroger sur la nécessité de ressasser ce passé. On ne comprendra jamais rien à l'Afrique si l'on n'a pas conscience de ces traumatismes de l'histoire, sur nos responsabilités et sur ces manques de respect. On ne peut en vouloir aux Africains d'évoquer doublement ce passé qui les a humiliés, bafoués et considérés comme des sous-hommes. Il suffit d'aller à Gorée, Sénégal, regarder et se recueillir pour bien comprendre ce cataclysme humain à l'échelle planétaire. L'homme, une marchandise, le noir, un sous-homme. Comment passer sous silence ces attitudes dégradantes et vexatoires? Lorsque j'étais enfant, j'étais persuadé qu'à travers la colonisation, nous faisions œuvre de justice et de solidarité. Nous entendions autour de nous les commentaires de ceux qui nous disaient que grâce à nous, ces petits sauvages seraient éduqués et aptes à jouir de notre civilisation. Ces points de vue ont perduré. Rappelons-nous, lorsque le général de Gaulle a fait sa tournée en Afrique sur l'autodétermination, dans la perspective de la décolonisation, un pays a voulu l'indépendance tout de suite. Un homme a dit non au général de Gaulle, Sékou Touré en Guinée. Nous avons été vexés. Un pays africain a osé dire non à de Gaulle et à la France, alors qu'il avait bénéficié de toute l'aide et de toute la générosité de notre pays. Bien entendu, il faut savoir reconnaître ce qui a été fait par tous ces hommes de bonne volonté qui ont considéré les Africains comme des frères et tout simplement comme des hommes, missionnaires, administrateurs, enseignants. Une nouvelle page à ouvrir. Devoir de mémoire, devoir de reconnaissance, devoir de responsabilité, cela doit dicter nos comportements d'aujourd'hui. C'est dans cet esprit que nous devons être des partenaires exigeants et disponibles pour un avenir commun. L'Afrique est à notre porte. L'enjeu est considérable. À nous de relever ce défi. Nous savons aussi que les problèmes de racisme et de négritude ne sont pas encore réglés. Vu du côté africain, il y a une quinzaine d'années, le ministre de la Culture du Burkina me remettait un livret sur la création à Ouagadougou de l'Institut des peuples noirs qui regroupait 33 pays. Dans ce fascicule, il était expliqué que l'un des objectifs de cet institut était de faire une étude sur la négritude dans le monde. Il était indiqué que les Noirs étaient pour la plupart du temps en situation d'échec dans le monde, soit qu'ils soient minoritaires dans leur pays, ou qu'ils soient gouvernants. Regardez par exemple la situation d'Haïti, le plus ancien pays noir indépendant depuis plus de 100 ans. Il est l'un des pays les plus pauvres du monde. Je ne crois pas que cet institut soit toujours en activité, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette volonté de connaître et de comprendre les conséquences de la colonisation et de l'esclavage. Il s'agissait en fait d'une thérapie pour éradiquer ce complexe de l'homme noir. Regardons aussi l'état du Libéria. En 1822, des descendants d'esclaves ont voulu créer le premier État indépendant en Afrique noire. Voir ce qu'il est aujourd'hui,
un échec patent et un classement de 224e sur 227 pour le PNB par habitant. On peut aussi regarder comment les descendants des esclaves ont conquis le monde, du Brésil aux États-Unis. Belle revanche de cette communauté qui prouve chaque jour ses capacités artistiques, intellectuelles à travers tant de domaines. Un Martin Luther King, un Mandela, un Senghor nous ont appris véritablement ce que doit être le combat pour la fraternité et la justice. En 2009, l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis est le symbole par excellence de la réconciliation et de la reconnaissance. Le DEVELOPPEMENT, une ambiguïté à DECOUVRIR. Développement. Vous avez dit développement ? Ce mot évolue ou se décline différemment suivant les époques et les circonstances. Je ne sais pas si on se rend compte du manque de délicatesse lorsque l'on parle à un Africain de sous-développement. Bonjour, on vous aime bien que vous soyez un sous-développé. On oublie les traditions millénaires de l'Afrique, sa culture, ses coutumes. On oublie la richesse de sa musique, de ses chants et de ses danses, et de son cinéma. Ce sont pourtant les signes d'un certain développement. On objectera que ce développement-là ne concerne ni l'économie ni le niveau de vie. La terminologie a son importance si l'on veut respecter un pays quel qu'il soit, d'autant plus qu'il faudrait définir quel développement pour quel avenir. Lorsque l'on voit les problèmes générés par la mondialisation, les difficultés à réguler les marchés, les difficultés à défendre et à promouvoir l'intérêt général, on se doit d'être modeste et prudent dans les conseils ou les recommandations que nous distillons régulièrement. Sommes-nous en droit d'être des mentors prétentieux, lorsque nous regardons avec objectivité ce qui nous entoure ? Avons-nous de bonnes recettes pour nous ? Sommes-nous en mesure d'avoir de bonnes recettes pour les autres ? Dans un monde implacable et injuste, avons-nous la volonté politique de dépasser nos égoïsmes et nos orgueils, notre confort et nos suffisances pour être de véritables partenaires avec ces pays qui nous regardent, nous envient et nous redoutent ? C'est à une transformation des mentalités que nous devons travailler. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Le monde se transforme vite, de nouveaux pays, dits émergents, ont des résultats de croissance impressionnants. Les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres s'accroissent. Les terroristes sont à l'affût. Les dictatures perdurent. Les corruptions sont une réalité permanente. On parle beaucoup des corrompus, mais il faudrait parler tout autant des corrupteurs. Bref, tout cela n'est pas sain et nous devons nous poser la question : acceptons-nous de regarder les réalités en face ? Sommes-nous conscients des enjeux et des risques dans ce monde d'aujourd'hui ? Sommes-nous convaincus que la solidarité doit être le maître mot du XXIe siècle ? Les objectifs de développement pour le millénaire, OMD. Le monde est conscient de ces enjeux. Dans sa résolution 53/2002 adoptée le 17 décembre 1998, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de désigner sa 55e session ouverte le 5 septembre 2000 comme l'Assemblée du millénaire. À cette occasion, les 189 États membres se sont engagés à réaliser d'ici 2015 les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Il faut les rappeler, et bien avoir à l'esprit cet engagement international. Les objectifs, source des Nations Unies. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. L'extrême pauvreté est la réalité quotidienne de 1 milliard d'êtres humains, qui vivent avec moins de $1 par jour. Disette et malnutrition se répartissent presque également. Plus de 800 millions de personnes n'ont pas assez à manger pour satisfaire leurs besoins quotidiens d'énergie. Dans le cas des jeunes enfants, ce déficit peut être dangereux parce qu'il retarde leur développement physique et mental et menace leur survie. Plus du quart des enfants de moins de 5 ans des pays en développement sont mal nourris. Il est possible de surmonter la pauvreté et la faim. En Asie, la pauvreté a reculé de façon spectaculaire. Le nombre de personnes qui vivent avec moins de $1 par jour a baissé de près d'un quart de milliard entre 1990 et 2001, décennie de croissance économique rapide. Dans plus de 30 pays, la faim a été réduite d'au moins 25% en 10 ans. 14 de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne, région la plus durement touchée par la faim et la malnutrition. Assurer l'éducation primaire pour tous.
C'est l'éducation qui permet de choisir la vie que l'on mènera, et de s'exprimer avec confiance dans ses relations personnelles, son milieu et son travail. Les 115 millions d'enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire et qui ne le sont pas, se voient refuser l'exercice d'un droit fondamental. Il s'agit surtout d'enfants de familles pauvres, dont la mère le plus souvent n'a pas fréquenté l'école non plus. Ce gaspillage de potentiel ne touche pas seulement les enfants, car l'éducation, notamment celle des filles, comporte des avantages sociaux et économiques pour l'ensemble de la société. Une femme éduquée a de meilleures perspectives économiques et participe davantage à la vie publique. Si elle est mère, elle tente à avoir des enfants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.